Donc, nous avons préparé une présentation qui est assez détaillée et donc je vais parfois peut-être entrer dans plus de détails sur certaines parties et sur d'autres qui vous permettront ensuite de voir certains points qui sont plus détaillés et qui nous semblaient utiles peut-être par la suite d'un côté pratique. Donc nous avons le sujet, c'est celui de la sous-traitance et donc la première question qui se pose est celle de la définition. En fait, la sous-traitance est bien une réalité dans la pratique, mais elle est peu traitée dans des textes légaux. Et donc, une définition se trouve dans la loi du 23 juillet 1991, qui est la loi concernant principalement le paiement direct. Et donc, la définition de la loi figure sur ce slide-là, et c'est tout simplement, effectivement, une opération par laquelle un entrepreneur confie via une convention et sous sa responsabilité à une autre personne son sous-traitant tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise ou de marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Donc, dans la définition de la sous-traitance, nous sommes dans une relation contractuelle qu'on peut définir comme étant en cascade, c'est-à-dire que nous avons deux contrats qui existent. D'un côté, entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise, nous avons mis ici entrepreneur principal, mais c'est dans le sens général. Donc ça, c'est le marché principal. Et ensuite, vous avez un contrat séparé de sous-traitance qui est donc entre l'entreprise et le sous-traitant. La question qui se pose ici, est-ce que dans la relation entre sous-traitant et maître d'ouvrage, il y a transparence, oui ou non? Donc, les conditions d'exécution d'un marché, en raison du fait que nous avons a priori deux contrats différents, peuvent, le cas échéant, différer d'un contrat à l'autre. La loi du 23 juillet 1991, donc, qui a pour objet la sous-traitance, est susceptible de s'appliquer au marché public et au marché privé à condition à chaque fois que nous parlons d'un montant supérieur à 55 000 euros. Donc, les contrats qui portent sur un montant inférieur sont exclus de cette loi. Donc, si on distingue pour les marchés publics par rapport, donc, dans un premier temps, on voit donc que les marchés publics au-dessus de 55 000 euros peuvent tomber sous l'application de la loi. Et il y a les exceptions quand même dans lesquelles la loi ne s'applique pas, c'est-à-dire le défaut d'acceptation du sous-traitant, respectivement le défaut d'agrément de ses conditions de paiement. Donc la loi a, dans un certain sens, et ça vaut aussi pour les marchés privés, un effet restreint puisqu'elle règle principalement la question du paiement direct. Si l'on se place maintenant sur les marchés privés, donc le seuil est le même, 55 000 euros. Et là, on distingue l'hypothèse dans laquelle, en dessous du contrat de sous-traitance, il y aurait une déclaration expresse du sous-traitant qu'il renonce à l'application de cette loi. Et dans ce cas-là, s'applique le droit commun. S'il n'y a pas d'application ou de déclaration expresse irrelative, en principe, il pourrait y avoir application de cette loi. Mais les exceptions, c'est-à-dire les cas dans lesquels on ne peut pas bénéficier de la loi, sont les mêmes, c'est-à-dire le défaut d'acceptation du sous-traitant et le défaut d'agrément des conditions de paiement. Pour revenir donc au sujet en plus général, donc pour les marchés publics, il y a référence à la législation qui s'applique aux marchés publics et dans ce cas-là, on a une transparence qui est obligatoire. Par contre, pour les marchés privés, nous allons voir dans la deuxième partie, il y a une liberté contractuelle et là, la transparence est plutôt facultative. Donc, dans une première partie, je voulais vous présenter, sans entrer dans tous les détails, les obligations de transparence de l'entreprise principale vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Je ne sais pas si M. Cabos veut éventuellement donner les résultats du sondage. Oui, oui, tout à fait. Merci, maître. Alors, effectivement, donc il y a 57% des gens qui font appel à sous-traitants de manière régulière, 6% de manière occasionnelle, donc c'est pas surprenant. 34% n'ont pas répondu. Alors, j'espère qu'on va faire mieux pour le deuxième sondage.
que mon collègue Raphaël Raimundo va lancer tout de suite. Et Maître Gobel on va en parler au cours du. Donc ça porte sur les marchés publics. Donc le sondage va bientôt s'afficher. Voilà, le sondage s'applique. Votre entreprise fait appel à des sous-traitants sur les marchés publics. Est-ce que c'est pour des raisons de capacité? C'est-à-dire que vous n'avez pas l'autorisation d'établissement, vous n'avez pas les moyens de le faire, ou pour des raisons de spécialité ou de manière organisationnelle, vous n'avez pas le temps. Voilà. Ou vous ne faites pas appel à des sous-traitants sur les marchés publics. Voilà, voilà le sondage. Je vous laisse la parole, Maître Gobel. Oui, donc pour revenir donc à la matière des marchés publics, donc le premier principe en la matière, c'est qu'il y a une liberté de recourir à la sous-traitance, à la condition cependant d'informer préalablement le pouvoir adjudicateur. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une obligation de transparence qui existe vis-à-vis du pouvoir adjudicateur quant à l'existence d'une sous-traitance. Donc, nous allons brièvement regarder les modalités de présentation d'un sous-traitant lors de la passation des marchés publics pour vérifier ensuite les cas dans lesquels aussi il peut y avoir une exclusion, respectivement en troisième lieu l'hypothèse dans laquelle il pourrait y avoir un changement de sous-traitant après la remise de l'offre. Donc, dans les modalités de présentation d'un sous-traitant lors de la passation des marchés publics, on fait effectivement une différence entre ce que l'on peut appeler la sous-traitance de capacité ou de spécialité au soutien d'une candidature. La capacité, c'est lorsque l'entreprise principale ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire le marché. La spécialité est plutôt le cas dans lequel il y a la réalisation de certaines tâches ou de lots techniques qui sont faits par le sous-traitant. Ensuite, il peut y avoir le cas de la sous-traitance au stade de la candidature, mais dans un but autre que celui de faire valoir les capacités. Et il y a les renseignements obligatoires sur l'identité du sous-traitant à faire au stade de l'offre. Vous avez le résultat du sondage déjà? Oui, donc le sondage, nous avons donc 37% qui sont plus pour des raisons organisationnelles, et 27% qui sont pour des raisons de capacité, voilà, 16% qui ne font pas appel à des sous-traitants Okay. et 20% qui n'ont pas répondu. Merci. Oui, allez-y. Donc, pour la sous-traitance de capacité, il y a donc dans le marché public prise en compte la capacité des sous-traitants dans l'évaluation globale des conditions économiques, financières et techniques de participation du candidat à une procédure de passation. Donc, on analyse pour vérifier si les conditions sont remplies, l'offre en total tenant compte donc aussi du sous-traitant. Ensuite, il y a un cas assez théorique qui existe, c'est-à-dire il existe la possibilité de sous-traiter en intégralité le marché. C'est ce qu'on appelle un entrepreneur en organisation, à condition cependant de pouvoir vérifier les capacités techniques, professionnelles et économiques des sous-traitants. Donc, ce sont des cas qui existent, mais qui sont peut-être moins fréquents que les autres cas donc, dans la sous-traitance. Lorsqu'il s'agit d'une sous-traitance dans un but autre que celui de faire valoir des capacités, il s'agit, le cas échéant, du cas où l'entreprise dispose bien des qualifications, mais fait appel aux sous-traitants pour d'autres raisons. Ça pourrait être, par exemple, aussi le cas de sous-traitant une partie du marché à une entreprise locale pour satisfaire le pouvoir adjudicateur. Dans ce cas et en général, la candidature peut être rejetée si le sous-traitant ne dispose pas des capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes pour l'exécution du marché. Donc, c'est un point auquel il faudra toujours faire attention. Ensuite, il faudra donc fournir, au vu de la transparence des renseignements obligatoires sur l'identité du sous-traitant au stade de l'offre. Donc, lorsqu'on fait une offre au soumissionnaire, et on fait état d'un sous-traitant, il faudra donner des précisions sur l'identité du ou des sous-traitants,
la nature des prestations qui seront sous-traitées et aussi le montant de ces prestations. Il n'est pas suffisant ou acceptable d'indiquer seulement qu'on utilisera un ou plusieurs sous-traitants sans donner ces précisions dans l'offre. Donc, si on ne précise ça pas dans l'offre, il y aurait une irrecevabilité de l'offre de soumission. Ensuite, il y aura quand même aussi des vérifications qui se font au niveau du sous-traitant et donc des cas d'exclusion qui existent pour les marchés publics. On peut faire une distinction entre les exclusions obligatoires, les exclusions non obligatoires et en troisième lieu, le respect des critères de sélection. Sur les exclusions obligatoires, nous avons indiqué en bas du diapositive aussi l'article de la loi auquel vous pouvez vous référer. Et donc, les exclusions obligatoires sont basées d'une part sur les infractions pénales reconnues par un jugement définitif, et ça pour toute une série d'infractions qui sont listées comme corruption, blanchiment, etc. Et donc, la vérification de ces infractions se fait au niveau de toute personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'opérateur économique. Donc, cela vise les dirigeants et aussi les actionnaires. Ensuite, un autre cas d'exclusion obligatoire est celui si l'opérateur économique, donc l'entreprise, n'a pas respecté les obligations de paiement d'impôts et de taxes et de cotisations de sécurité sociale, et ceci en vertu de nouveau d'un jugement définitif qui l'établit. Ensuite, il y a toute une série de motifs d'exclusion qui ne sont pas obligatoires, mais qui pourraient donc jouer et qui sont donc également indiqués là plus en détail. Je vais peut-être en citer seulement quelques-unes, c'est-à-dire notamment l'état de faillite, de liquidation, concordat préventif et cessation d'activité de l'entreprise ou du sous-traitant, les cas de faute grave, les cas aussi où il y a des problèmes de non-respect de concurrence, les cas de conflit d'intérêts qui peuvent exister, par exemple, au niveau du personnel du pouvoir adjudicateur ou encore vis-à-vis d'un consultant externe, des fausses déclarations, etc. Donc, dans ces cas-là, l'avis de la commission de soumission est requis et l'exclusion est soumise à certaines formalités, c'est-à-dire de notification, possibilité de régularisation, etc. Ensuite, il y a également lieu de vérifier que les critères de sélection qui sont donc fixés par l'appel d'offres sont respectés. Et ces critères se réfèrent en réalité à trois catégories, disons, d'aspects. Le premier étant l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les deuxièmes tenant à la capacité économique et financière, et les troisièmes aux capacités techniques et professionnelles. Donc, ces conditions-là sont exprimées dans l'offre, donc souvent en indiquant des capacités minimales qui sont à respecter, et il y a également des moyens de preuve qui sont indiqués comme étant acceptés qu'il y a lieu de fournir. Donc, ce sont les divers certificats et attestations qui sont à produire. Ici, la question intéressante est que les conditions devraient être fixées toujours en fonction du marché concret et proportionnellement à l'objet du marché. Donc, les conditions qui peuvent être exigées, disons, pour des marchés plus importants ne sont nécessairement pas les mêmes pour des marchés moins importants. Donc, à titre de rappel, donc, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production de ces certificats de déclaration et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection établis. Donc, il est ici dans l'intérêt de l'entreprise générale ou de l'entreprise principale de vérifier que tous les moyens de preuve sont fournis, donc également ceux du sous-traitant pour éviter qu'il y ait une irrecevabilité de l'offre. Ensuite, se pose la question de savoir est-ce qu'il y aurait moyen de changer le sous-traitant après la remise de l'offre. Là, il y a un principe général d'interdiction, mais il y a des exceptions dans des cas justifiés.
Donc, le principe est celui qu'on ne peut pas échanger un ou plusieurs sous-traitants et celui qu'on ne peut pas modifier la part des travaux attribués à chaque sous-traitant comme indiqué dans l'offre. Les exceptions qui existent, donc les cas qui sont dûment justifiés, c'est lorsqu'il y a un cas d'exclusion obligatoire qui s'applique à un sous-traitant, lorsqu'il y a un cas d'exclusion non obligatoire, donc selon la liste qu'on vient de voir, lorsqu'il y a constatation d'un manquement aux obligations légales ou à des traités internationaux, cas de la faillite du sous-traitant, peut y avoir des manquements graves aux conditions du contrat de sous-traitance, ou il peut y avoir aussi une modification du contrat de l'entreprise principale qui implique une modification de la part des travaux attribués aux sous-traitants. Et évidemment, dans ces cas et en général, il peut y avoir un changement avec l'accord du pouvoir adjudicateur. Donc, les candidats, les entreprises qui veulent, dans un appel d'offres, se prévaloir des capacités financières, techniques et professionnelles d'un sous-traitant, doivent donc, à notre avis, vérifier que les prestations objets du marché peuvent régulièrement être sous-traitées. Ils doivent vérifier l'intégralité des renseignements fournis par le sous-traitant et ils doivent apporter des garanties suffisantes de l'intervention du sous-traitant pour que l'offre ne soit pas exclue. Donc, en vertu des dispositions légales sur les marchés publics, le principe de la transparence joue quand même de par la loi, puisque, comme exposé, il faut donner beaucoup d'informations sur les sous-traitants, les conditions de sous-traitance, etc., au maître d'ouvrage, donc qui est le pouvoir adjudicateur. La situation, on le verra par la suite, sera différente pour les marchés privés. Voilà, donc la deuxième partie sur les marchés privés, nous parlons de recommandations parce que ce qui existe donc en droit dans ce cas-là est beaucoup plus limité que ce qui est prévu par les marchés publics. Donc, comme déjà mentionné dans l'introduction, le texte légal qui parle de la sous-traitance, c'est la loi du 23 juillet 1991 sur le paiement direct qui prévoit donc un agrément des sous-traitants sous forme obligatoire. Nous allons dans une deuxième partie plutôt vérifier quelles sont les recommandations que nous pourrions donner à l'entreprise en dehors de ce cadre légal. Et en fin de compte, simplement à titre de rappel, nous allons juste revoir les principes en matière de responsabilité en cas de sous-traitance où la situation n'est pas la même en fonction du niveau auquel on pose la question de la responsabilité, c'est-à-dire de qui vis-à-vis de qui. Donc, la loi de 1991 avait été conçue dans un but de protection plus ou moins exclusive du sous-traitant. C'était dans un but de le protéger de la faillite de l'entreprise principale, c'est-à-dire pour lui permettre de pouvoir être payé en dehors, disons, de la faillite, parce que, et ça, je pense que certains participants le savent sans doute, que lorsqu'il y a faillite et lorsqu'on est créancier chirographaire, les chances de récupérer quelque chose sont très réduites. Il y a aussi dans la même loi une protection du sous-traitant qui fait que lorsqu'il y a une mise en gage du marché par l'entreprise principale, la partie traitée ne pourra pas être mise en gage et la même limitation joue aussi pour la cession de créances. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise principale, lorsqu'on est dans le contexte de cette loi, ne pourra pas céder la créance avec la partie, disons, du sous-traitant comprise. Et la protection de la loi s'applique en chaîne, c'est-à-dire c'est pas seulement pour le premier sous-traitant, mais c'est aussi celui de second rang. On va peut-être juste brièvement expliquer le système de cette loi, où il y a certaines obligations si l'on se place sous la loi qui existe pour l'entreprise et certaines obligations pour le maître de l'ouvrage. Donc, pour les obligations de l'entreprise, le sujet de l'agrément, comme déjà mentionné, s'applique aussi bien au premier sous-traitant, le sous-traitant de premier rang, et ensuite ceux suivants, donc dans toute la chaîne.
Donc, si l'on se place dans le cadre de cette loi, il appartiendrait à l'entreprise principale de présenter le sous-traitant au maître d'ouvrage. Et la loi prévoit quand même, si l'entrepreneur général ne le fait pas, le sous-traitant peut le faire aussi lui-même. L'agrément est donc demandé au maître de l'ouvrage qui peut accepter ou qui doit, pour que la loi joue, accepter la personne du sous-traitant. Il doit aussi accepter les conditions de paiement de chaque contrat. Et il y a obligation pour l'entreprise générale de communiquer dans ce cas-là au maître d'ouvrage les contrats de sous-traitance si celui-ci en fait la demande. Donc, ce qui veut dire, si on se place dans la logique de cette loi et si elle est d'application, il y a aussi une transparence qui se fait puisque le maître d'ouvrage peut de cette façon accéder au contrat de sous-traitance et obtenir ces informations. C'est ça. Se pose ensuite la question de savoir quand est-ce qu'il faut demander l'agrément. Donc, c'est en principe au moment de la conclusion du contrat, mais c'est aussi possible pendant toute la durée du contrat. Quelle forme est-ce que l'agrément doit prendre? Donc, il y a... Non, il faut aller en arrière encore un. Voilà. Pour la forme de l'agrément, il y a évidemment le cas de l'agrément de voie express, ça ne pose évidemment pas de problème, mais il y a aussi l'hypothèse d'un agrément tacite. Donc, dans ce cas-là, la jurisprudence a quand même considéré qu'il faut qu'il y ait des actes du maître d'ouvrage qui manifestent donc sans équivoque, donc sans doute, sa volonté d'accepter le sous-traitant et les conditions de paiement. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait du genre pas de réponse, bonne réponse, mais il faudrait qu'il y ait activement un comportement du maître d'ouvrage qui accepte le sous-traitant et les conditions de paiement pour que l'on puisse parler d'un agrément tacite. Le maître d'ouvrage a cependant aussi, selon la loi, la possibilité de refuser l'agrément et il a une liberté qui est quasi générale puisque c'est un acte qui est considéré comme étant discrétionnaire et sans devoir fournir maintenant une motivation pour ce faire. Le refus ne peut pas être tacite contrairement à l'acceptation qui peut être tacite. Il y a juste un cas où il faut faire attention, et ça c'est un principe en droit général, donc s'il a bien le droit de refuser l'agrément, il ne faudrait pas que l'on se trouve en présence d'un abus de droit, c'est-à-dire s'il y a un refus systématique qui se ferait pour des raisons entre maître d'ouvrage et entreprise principale. Donc si nous sommes en présence d'un défaut d'acceptation et d'agrément, cette loi de 91 n'est pas applicable et nous retournons donc au droit commun. C'est pour ça que lorsque nous parlons en dehors du cadre légal, nous retournons tout simplement dans le domaine contractuel et donc il se pose plutôt la question de savoir s'il y a des recommandations concernant la rédaction des contrats dans le but, disons, de prévenir certains problèmes qui peuvent exister en raison du fait que nous sommes, comme mentionné en début, en présence de deux contrats qui sont en principe séparés. Donc, dans les recommandations, nous sommes d'avis qu'il faudrait favoriser des contrats écrits, qu'il faudrait adapter les contrats de sous-traitance aux exigences du contrat principal, nous allons revenir là-dessus, et donc harmoniser les engagements qui existent sur base du premier contrat entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale, et ceux existant sur base du deuxième contrat entre l'entreprise principale et le sous-traitant. Est-ce qu'on a le résultat du sondage, je pense? Oui, tout à fait. Alors, si je parle dans le masque, dans le casque, c'est mieux. Donc, comme il y a quand même 49
40% des gens qui n'ont pas répondu, donc j'ai fait un petit calcul avec ceux qui ont répondu. Il y a quand même 40% des, des personnes qui nous écoutent qui rédigent toujours un contrat et qui informent toujours le maître d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment un bon point. 40% qui le font de manière occasionnelle. Et il y a quand même 20% qui ne rédigent pas du tout de contrat de sous-traitance. Donc là, là, il y a un risque évident, hein. Voilà, donc je vous laisse continuer. Oui, donc pour revenir donc au premier point, favoriser les contrats écrits. Donc même si effectivement il y en a qui font de la sous-traitance sans qu'il y ait de contrat, cela ne veut pas dire en droit qu'il n'y ait pas de contrat. Parce qu'en général, ici, je pars du principe que les relations, notamment entre entreprises et sous-traitants, se font entre commerçants, donc sociétés commerciales. Et donc, entre commerçants, la preuve est libre. Donc, un contrat écrit n'est pas nécessairement requis, mais, et on le verra, il pourra faciliter la preuve de certaines conditions du contrat. Donc, en fait, c'est plutôt dans le sens de la détermination précise des conditions d'exercice du marché que la rédaction du contrat est requise. Et c'est aussi pour faciliter la preuve en cas de litige entre les parties. Donc, nous avons ici simplement pour vous guider, pour ceux qui n'ont, alors c'était quoi? C'était les 20% qui n'ont pas de contrat et qui peut-être envisageraient de le faire. Donc, pour adapter les contrats à la sous-traitance, donc les points qui seraient éventuellement à prendre en compte, ce seraient les clauses habituelles et standards. Nous allons y revenir et expliquer un peu de quoi il s'agit. Ensuite, il faudrait toujours vérifier les conditions de fond du droit des contrats, déterminer l'étendue des obligations des parties, reprendre dans votre contrat certaines clauses du contrat principal et donc, à titre de proposition, donc annexer certains documents au contrat. Donc, les clauses habituelles et standards du contrat que beaucoup de participants connaissent peut-être, c'est donc bien évaluer et déterminer les demandes et les exigences du client, fixer le calendrier de réalisation des travaux, exiger des règlements de paiement au fur et à mesure de l'exécution du contrat, prévoir le cas échéant les cas de résiliation, les clauses limitatives de responsabilité et le transfert de propriété des risques, par exemple aussi les clauses de réserve de propriété dans certains contrats. Et donc, déjà, rien qu'en voyant les clauses, on voit que si j'ai dans la réalité un contrat de sous-traitance qui existe bien, mais qui se base juste sur un devis qui a été fait et accepté, il est clair que certains de ces points ne sont pas nécessairement déterminés entre les parties et celui qui voudrait les invoquer aura un problème de les prouver puisqu'il n'arrivera pas à prouver que ça faisait partie du marché convenu. Donc, pour les conditions de fond du contrat, c'est donc effectivement vérifier qui sont les parties. En général, nous partons du principe que ce sont deux sociétés commerciales et donc nous sommes en matière commerciale. Ensuite, sur les conditions de fond, c'est aussi la durée du contrat qui correspond en général à la réalisation des travaux ou à la livraison des travaux. Ensuite, pour l'étendue des obligations des parties, et c'est peut-être plutôt un rappel qui est fait ici, c'est tout simplement pour renvoyer un peu aux obligations qui existent en droit sur les parties. Donc, pour le sous-traitant, c'est une obligation de faire. C'est le renseignement et le conseil, la sécurité, prudence et surveillance, conservation de la chose, livraison dans le délai convenu. Ensuite, la garantie des vices cachés, ce sont toutes des obligations qui existent quand même. C'est donc aussi notamment l'obligation de travailler dans les règles de l'art. Du côté de l'entreprise principale, dans ce contrat de sous-traitance, c'est un devoir de collaboration. C'est la réception du travail qui est donc effectivement un point qui souvent pose problème. C'est l'obligation de prendre livraison et le cas échéant aussi le respect des droits intellectuels du sous-traitant. Ensuite, si on rédige un tel contrat, on peut prévoir
où il y a certaines clauses que nous définissons comme étant indispensables et qui sont donc énumérées. C'est évidemment les noms et adresses des parties, c'est l'objet du contrat qui doit être déterminé, c'est le détail et l'étendue des travaux sous-traités, la nature des obligations et la responsabilité, même si ça se dégage du droit, le cas échéant, la date de prise d'effet du contrat, la durée, la fixation du prix, les modalités de paiement, les délais d'exécution, éventuellement les pénalités, les clauses de garantie, d'assurance, de réception et la loi applicable. Ensuite, et ça c'est peut-être plus intéressant, c'est à notre avis, il est important de prévoir aussi certaines clauses spéciales dans le contrat de sous-traitance et qui se réfèrent en réalité au marché principal. Donc très souvent, dans les marchés qui existent entre maîtres d'ouvrage et entreprises principales, il y a notamment des clauses des pénalités de retard, des intérêts de retard, des clauses de participation pour des grands chantiers à certains frais communs, des clauses résolutoires ou suspensives, etc. Donc, en fait, il est important, à notre avis, de reprendre dans le contrat de sous-traitance ce même type d'engagement pour éviter que dans la chaîne de contrat, il y ait, par exemple, un retard dans l'exécution des travaux qui est en réalité dû à une intervention ou non-intervention d'un sous-traitant. Le maître d'ouvrage va se retourner contre son co-contractant qui est l'entreprise et fera le cas échéant application des pénalités de retard. Il est alors important que l'entreprise générale puisse se retourner contre son sous-traitant en pouvant documenter que les pénalités donc, qui sont prévues dans le contrat principal s'appliquent également dans la relation entre les deux autres. Ce n'est pas, même si l'on peut penser que ça devrait être l'évidence, ce n'est pas le cas puisqu'il y a le principe de l'effet relatif des contrats et donc il ne suffira pas en cas de litige de simplement invoquer les pénalités du contrat principal pour les opposer donc aux sous-traitants. Donc la même chose vaut le cas échéant pour la reprise de la clause compromissoire du contrat principal. C'est donc le cas dans certains grands contrats, on préfère prévoir des clauses d'arbitrage. Donc dans ce cas-là, l'idée pourrait être de calquer aussi le contrat de sous-traitance sur le même principe pour éviter que vous avez une procédure principale qui est en arbitrage et une procédure accessoire qui serait devant les tribunaux. C'est pour ça que certaines de ces clauses donc, qui vous semblent importantes dans votre contrat principal, vous devriez les reprendre ou renvoyer à ces clauses en les mettant en annexe, mais pour qu'il soit clair que dans votre contrat avec le sous-traitant, il en sera fait application si les conditions sont remplies. Ensuite, et ça c'est plutôt aussi un rappel ou une suggestion, donc si vous faites un tel contrat, vous pouvez ajouter certaines annexes comme le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux, le devis, le cas échéant, la copie du marché principal et de ses annexes s'il y est renvoyé, bon, les plans, normes et autres spécificités du marché. Donc là aussi, si vous en avez des normes à respecter dans votre contrat principal, il faut y renvoyer dans le sous-traitance pour éviter qu'il puisse y avoir une appréciation différente. Et ensuite, si vous employez des sous-traitants étrangers, il y aura toute une série de documents légaux qui sont nécessaires en raison de la question du détachement et donc qui fera l'objet du webinaire du 22 avril. Donc on ne va pas les citer ici, il y en a beaucoup à produire. Donc ici, l'idée est plutôt d'essayer d'harmoniser les engagements qui existent entre l'entreprise ou de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage et ceux du sous-traitant vis-à-vis de l'entreprise principale. Donc là, on fait en fait une différence entre ce qu'on appelle la sous-traitance opaque, c'est-à-dire si on fait complètement abstraction dans la relation du contrat principal, et cela opposé à la sous-traitance transparente, où donc la relation est dévoilée. Donc ici, la transparence, si vous voulez, dans les marchés
privé et abstraction faite maintenant du paiement direct qui est un cas particulier, mais ici la transparence résulte du contrat ou de la relation contractuelle qui fait qu'il y a transposition de clauses d'un contrat dans l'autre. Et donc, l'harmonisation des engagements permettra à l'entreprise principale de se retourner plus facilement contre le sous-traitant en cas d'engagement de sa propre responsabilité pour des prestations sous-traitées. Bon, sur cette page-là, je ne vais pas aller dans les détails. On vous a simplement indiqué une checklist pour les points qui, à notre avis, seraient à vérifier avant de signer un contrat de sous-traitance et des points à vérifier si vous en rédigez un et les points aussi à vérifier le jour de la signature du contrat où vous pouvez donc regarder ce qui serait à prévoir, à vérifier et à écrire. Est-ce qu'on a un autre sondage là, non? Non, ok, c'est bon. Ouais. Ok, donc dans la dernière partie, et sur ça, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais c'est simplement pour rappeler la différence des principes de responsabilité qui existent en cas de sous-traitance. Et donc, on va les revoir du côté de l'entreprise principale, du sous-traitant et du maître d'ouvrage. Donc, si on se place au niveau de l'entreprise principale, et comme mentionné avant, il y aura une double relation contractuelle qui existe, c'est-à-dire entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, il y a une responsabilité contractuelle, et entre l'entreprise principale et le sous-traitant également. Donc, même en cas d'un point important, la responsabilité envers le maître de l'ouvrage, donc l'entreprise principale demeure responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la conséquence des fautes commises du sous-traitant dans l'exécution des prestations. Donc, vis-à-vis, disons, du maître de l'ouvrage, s'il y a sous-traitant, ça ne change rien au niveau de cette responsabilité en tant que telle. Ensuite, dans la relation avec le sous-traitant, et c'est pour ça que le contrat peut être, le contrat écrit est important parce que comme il s'agit d'une responsabilité contractuelle, plus le contrat est détaillé, plus simple il sera de prouver une responsabilité contractuelle, c'est-à-dire une faute d'un non-respect du contrat. Donc, si on se place vis-à-vis du sous-traitant et donc là, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, il y a deux cas différents, c'est-à-dire celui de la loi de 91 sur le paiement direct. Est-ce que le cas dans lequel on est dans cette procédure et on est agréé et accepté et l'hypothèse du droit commun. Donc, si on se place sous la loi de 91 et si on obtient l'agrément et le paiement direct, il y a une responsabilité contractuelle, mais qui est restreinte parce que par définition, donc dans le droit commun, il n'y a pas de relation contractuelle entre maître d'ouvrage et sous-traitant et donc si jamais le maître d'ouvrage devait vouloir agir directement contre le sous-traitant, il devrait se placer sur le plan de la responsabilité délictuelle. S'il y a agrément, la responsabilité de par la loi est contractuelle, mais uniquement dans le domaine de la loi par rapport au paiement. Cela voudra notamment dire que s'il y a agrément, donc le sous-traitant pourra obtenir le paiement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, il y a contrat pour cette partie-là. Par contre, le maître de l'ouvrage peut opposer quand même aussi au sous-traitant qui réclame le paiement un non-respect de ses obligations de sous-traitance pour ne pas payer ou ne payer que partiellement. Donc, ça ne peut pas être un moyen contourné pour éviter les discussions sur les vices qui seraient dus, par exemple, à l'agissement du sous-traitant. Ensuite, si l'on se place au niveau du sous-traitant, donc on a vis-à-vis de l'entreprise principale, donc nous sommes dans la responsabilité contractuelle. À ce niveau-là, il est quand même aussi important de noter que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, c'est l'entrepreneur principal qui sera tenu des responsabilités décennales et biennales.
et donc non pas dans la relation directe maître ouvrage sous-traitant. Cependant, il est clair que le sous-traitant sera tenu, lui, vis-à-vis de l'entreprise principale sur base de sa responsabilité contractuelle normale. Bon, dans les cas évidemment classiques qui existent sur des litiges en matière, disons, de construction, la chaîne normale d'agissement, c'est que le maître d'ouvrage agit contre l'entrepreneur principal et si celui-ci estime que la faute est attribuable à son sous-traitant, il le met en intervention dans la procédure, de sorte que toute l'affaire fait l'objet d'un seul débat, sauf que les règles de responsabilité peuvent être différentes. Bon, envers des tiers, l'entreprise principale n'est pas responsable des dommages causés par son sous-traitant. Donc là, c'est le droit commun qui est d'application de nouveau, avec une responsabilité délictuelle. Donc, en fin de compte, si on se place du côté du maître de l'ouvrage, donc on a de nouveau, comme on a dit, c'est un rappel, donc l'hypothèse de l'agrément ou non, et donc vis-à-vis de l'entreprise principale, c'est une responsabilité contractuelle, et donc si on est dans l'hypothèse où les garanties décennales et biennales s'appliquent, donc c'est aussi ça qui en fait partie. Donc, on a fait un schéma juste récapitulatif des responsabilités pour des illustrations. Donc, voilà, donc en conclusion, pour les recommandations que nous avons mis un écrit n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé, parce que, comme mentionné, si on est entre commerçants, le contrat peut être prouvé même s'il n'est pas écrit, mais comme également mentionné, dans cette hypothèse-là, il sera forcément et probablement difficile de prouver des obligations autres que ce qui sera, le cas échéant, mentionné dans un devis ou dans une commande. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir un écrit. Donc, la signature d'un contrat de sous-traitance avant ou après le marché principal est recommandée avec harmonisation des clauses du contrat principal comme mentionné. Et donc, cette transparence, disons, qui est volontaire, peut faciliter les questions de responsabilité. Ensuite, si l'on veut appliquer quand même la loi de 91, et comme expliqué, il faut obtenir l'agrément du maître d'ouvrage. Voilà, et là, on vous a juste mis les abréviations que nous avons utilisées dans les slides.